Donc, premièrement, nous allons entendre Madame Samira Sviti qui va nous présenter une lecture, analyse, un compte-rendu global du livre du professeur Mohamed Saad Zmouri. Il va le présenter en français. Et par la suite, nous allons aussi donner la parole à Monsieur Younes Lishab qui va nous faire une présentation en arabe. Et à l'occasion, nous allons faire des résumés, soit en arabe, soit en français. Donc, pour ceux qui nous suivent, nous sommes dans un cadre donc bilingue et il ne nous fait pas de problème de s'exprimer en arabe ou en français. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Alors, je dois d'abord présenter Madame Samira Sviti. Alors, Madame Samira, il a obtenu son doctorat donc en 2017 en linguistique, communication et traduction à l'université Abdelmalek Saadi. Titre de sa thèse, La découverte de l'Europe à la fin du 19e siècle, à partir de la relation d'ambassade d'Idriss Mohamed Jouaidi Salawi, Ithaf al-Akhyar, Bighaib al-Akhbar. Il a effectué donc une traduction française intégrale, jointe à une étude critique. Il est actuellement donc professeur de langue française. Il a enseigné des modules donc à la faculté des lettres, par exemple module littérature de voyage, les voyageurs marocains en Europe, dans le cadre du cycle de master littérature comparée, française et comparée. Et puis module langue française, filière des études fondamentales, études anglaises, et module donc langue française pour les filières des études fondamentales, études arabes. Voilà. Il a aussi participé à des colloques internationaux. On note ici, en 2015, l'exil de Moulay Hafid en France et sa rencontre avec la modernité. Communication présentée au colloque international organisé par la FLSH de Tétouan sur le thème voyage et immigration des Marocains à l'étranger à la rencontre de la modernité. Et puis, il y a aussi en 2014, il a participé à un colloque sur le titre L'enchantement parisien dans la relation de Jouaidi, exotisme et ouverture. Et puis en 2013, il a aussi participé à un colloque sur le titre Le voyage enchanteur d'Idriss Jouaidi Salawi en Europe en 1876, d'après sa relation d'ambassade, Ithaf al-Akhyar Bighaib al-Akhbar. Voilà, donc Madame professeure Samira Sviti, vous avez la parole. Madame professeure. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir monsieur Laouti. Bonsoir monsieur Zmouri. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier l'Association marocaine des chercheurs en littérature de voyage d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité à y participer. Je remercie surtout M. Sabri. Et donc, avant de commencer, veuillez m'excuser d'abord pour ma voix qui est enrouée pour cause de pharyngite. Alors, je commence. Dans son livre intitulé Voyageurs marocains en Europe, M. Zmouri a mis la lumière sur l'un des aspects importants des récits de voyageurs marocains, celui de l'évolution des idées à travers les relations de voyage des Marocains en Europe, du début du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Rappelons que les relations de voyage sont considérées comme une mine précieuse pour les chercheurs dans différentes disciplines, histoire, géographie, anthropologie, littérature, etc. Les ouvrages francophones traités des récits de voyageurs marocains en France restent insuffisants, surtout en langue française, je l'ai précisé, francophone. Le livre de M. Zmouri vient donc enrichir cette bibliothèque. Alors, ma communication s'articule autour de l'évolution des récits de voyageurs marocains, constante et variante. Une approche comparative et historique permet de ressortir les caractéristiques de ces récits et les changements qu'ils ont subis selon chaque époque. En effet, depuis le Hajari jusqu'à aujourd'hui, la littérature de voyage ne cesse d'évoluer et se développer, et ses spécificités varient et évoluent selon plusieurs critères.
D'abord, le contexte historique, politique et social. Ensuite, le motif même et la destination du voyage. Rappelons que le premier motif de voyage pour les Marocains était plutôt religieux et la destination était vers la Mecque. Selon les statistiques de l'écrivain voyageur Godard, je cite, sur 3000 Marocains qui sortent chaque année de leur pays, 4 ou 500 vont en Europe et les autres à la Mecque. Les voyageurs étaient généralement ambassadeurs ou secrétaires d'ambassade. Ainsi, tous les récits sont des relations d'ambassade. C'est surtout à partir du XXe siècle que le motif de voyage va changer, selon l'intérêt de chaque voyageur, que ce soit pour le commerce, les études, les soins ou le tourisme. En revanche, on note chez les Européens une diversité de types de voyages, tels que le voyage d'artistes, d'aventure, de formation, de géographes, d'exploration. Ces voyages d'exploration étaient très actifs pendant la période précoloniale et celle coloniale. Et ils ont ouvert la voie vers le colonialisme. Ainsi, la richesse des motifs de voyage chez les Européens a engendré une diversité de récits de voyage chez eux. On trouve alors des relations coloniales telles que celle de Gabriel Charme, intitulée Une ambassade au Maroc, des récits militaires ou des récits militaires comme Le Maroc moderne de Jules Ekman, les relations rédemptrices ou récits de captivité comme celui de Germain Mouette, la relation de captivité de Sieur Mouette dans le royaume de Fès, etc. Certes, l'image de l'autre présentée dans les relations de voyage nous renseigne autant sur l'autre que sur soi. Pour cerner cette image et le mode de pensée qu'elle véhicule, il est nécessaire de suivre le processus de son évolution en rapprochant les contextes et les récits des récits des voyageurs marocains afin de relever les points de convergence et les points de divergence. En effet, les récits de voyage ne peuvent être analysés et interprétés loin de leur contexte, de leurs auteurs et de leurs lecteurs. Et comme le récit de voyage est un carrefour de sciences diverses, sa lecture nécessite une approche pluridisciplinaire, historique, sociale, imagologique, thématique, etc. Pour accéder donc à une meilleure compréhension des récits générés à cette époque, il est absolument nécessaire de les analyser selon 3 dimensions, celle de l'auteur, du récit et du lecteur. Alors, commençons par l'auteur. On va tout d'abord présenter les écrivains voyageurs et leur époque. Il faut d'abord rappeler que les jugements des voyageurs marocains sur les Européens étaient conditionnés par leur appartenance sociale, leur culture, leur religion et par la ligne politique de leur souverain. Nous allons tout d'abord commencer par aborder brièvement le portrait des auteurs ambassadeurs, leurs idées, leur mode de pensée, etc. Commençons par Ahmed ibn Qasim al-Hajari. Il est né en Espagne en 1569 ou 1570, à une période qui a précédé l'expulsion des Morisques du territoire ibérique chrétien. À cause de l'Inquisition, il fuit l'Andalousie à travers le Portugal pour rejoindre ses coreligionnaires au Maroc. Grâce à sa culture, à sa capacité communicationnelle, à sa maîtrise des langues, il a occupé le poste de secrétaire traducteur auprès des sultans saadiens. Moulay Zidane. Ce dernier l'avait envoyé en 1611 vers la France pour récupérer les biens des Maurices pillés par les pirates français. Ensuite, il a rejoint la Hollande en 1613, car il jugeait que les Hollandais traitaient bien les musulmans. L'auteur de Nasr ad-Din ala al-Qawm al-Kafirin, que je pourrais traduire par le protecteur de la religion contre les nations des infidèles, jouit d'un statut bien particulier par rapport à tous les autres voyageurs écrivains. Il se distingue d'abord par sa double culture, puisqu'il a grandi en Espagne avant de rejoindre le Maroc, et aussi par sa maîtrise de 3 langues, l'arabe, l'espagnol et le portugais, ce qui lui a attribué le mérite d'être secrétaire et traducteur dans la cour saadienne. En effet, Al-Hajari était un érudit qui avait de l'intérêt pour les sciences exactes, tout comme Al-Ju'aydi. Il a traduit des ouvrages sur l'astronomie. Et il est aussi excellent orateur.
Son récit témoigne de ses compétences communicationnelles à travers ses multiples débats polémiques à propos des sujets théologiques comme le monothéisme. La plaie provoquée par l'expulsion et l'humiliation des Morisques a renforcé davantage chez le voyageur le désir de défendre sa religion face aux chrétiens. D'ailleurs, l'intitulé de sa rihla traduit bel et bien ses préoccupations d'ordre religieuse. Sa relation reflète sa double culture, son acquisition du savoir religieux et son attachement à son identité religieuse et sociale, ce qui se manifeste par sa défense des intérêts des Maurices. L'esprit ouvert du voyageur lui a permis de nouer des relations amicales avec les érudits en France et en Hollande, voire même avec une dame chrétienne envers laquelle il a éprouvé des sentiments d'amour. L'esprit du voyageur balançait donc entre son cœur et ses exigences religieuses, mais ce conflit interne a été tranché par le triomphe du côté religieux. Même le lexique qu'il utilise vacille entre considération et intolérance, dû au mauvais traitement affligé aux musulmans de l'Andalousie. Il désignait l'empereur du Saint-Empire romain par le sultan d'Allemagne, même si le terme sultan est inadéquat, mais il ne porte aucun préjugé péjoratif, comme celui de tyran ou taria, utilisé ultérieurement par Ben Othman Meknassi et d'autres voyageurs. Il nomme la France le pays des Franjas, ou terre des païens, au lieu de terre des infidèles. Si le voyageur éprouvait de la rancœur envers les Occidentaux, c'est parce que sa plaie était encore récente. La relation d'Al-Hajari est une relation riche et originale. Son originalité réside dans sa singularité et sa distinction par rapport aux autres relations d'ambassade, dans lesquelles les descriptions sont des mêmes lieux, les descriptions sont récurrentes. Son style d'écriture s'apparente au genre romanesque. C'est un récit de vie, d'aventure et de mission. L'alternance du récit et du discours, la présence de l'auteur dans son texte à travers la narration, ses aventures de rescapé à l'Inquisition, son interaction avec l'altérité, ses sentiments amoureux et ses relations humaines et amicales avec les non-musulmans créent une vivacité dans son texte et donnent envie de le lire. Alors, je passe à un autre voyageur, c'est le Hajj Mohamed Tamim. À la même époque, le Qaïd de Tétouan est ambassadeur. Il fut envoyé en 1682 par le sultan marocain Moulay Ismail à la cour de Louis XIV pour régler le problème épineux des captifs. Donc, c'était le problème majeur de cette époque et de la guerre de course. Le récit de son ambassade, sous le titre « Une ambassade marocaine dans la cour de Louis XIV », 1682, était publié dans le journal français Le Mercure Galant. Ce récit témoigne du degré d'adaptation de l'ambassadeur marocain avec le mode de vie européen. En effet, Tamim était présent au bal auquel il fut invité et il n'hésitait pas à flatter les dames et à louer leur beauté. Il avait même expliqué à une dame qui désapprouvait la polygamie dans son pays que, je cite, « Si les dames, si elles étaient faites comme vous, dit-il, nous n'en prendrons jamais qu'une. » L'ambassadeur Tamim était charmé par les spectacles auxquels il avait assisté au théâtre. Je cite, il s'est extrêmement diverti à la comédie, et c'est Hajj Tamim, italienne, qu'il a vue 3 fois. Il entend la langue, et il était difficile que les excellents acteurs qui composent cette troupe ne lui donnassent beaucoup de plaisir. Les témoignages sur Tamim, exprimés par une plume française, montrent que l'ambassadeur avait compris le rôle culturel que joue le théâtre et aussi les enjeux de la courtoisie dans le milieu relationnel et diplomatique, contrairement à d'autres faqih missionnaires marocains qui refusaient de se mêler à la société ou d'assister à des spectacles artistiques qu'ils jugeaient inutiles, voire même indécents. Ceci dit, que la relation d'ambassade de Tamim dévoile une nouvelle facette du voyageur marocain, celle du savoir-être dans des conditions sociales nouvelles. Les attitudes et les comportements de l'ambassadeur Tamim, tels qu'ils sont rapportés par les chroniqueurs français, ne portent aucun signe d'hostilité. Au contraire, elles sont marques de civilité et font preuve de la souplesse et de l'ouverture de l'esprit de l'ambassadeur par rapport à la mentalité de son époque.
sa double culture, la maîtrise des langues étrangères, sa souplesse d'esprit, sa compréhension des enjeux diplomatiques et des caractéristiques des sociétés occidentales ont permis à l'ambassadeur Temim d'interagir avec l'autre et d'apprécier les spectacles artistiques auxquels il avait assisté puisqu'il comprenait le contenu. On va voir par la suite que cette tendance va disparaître chez les voyageurs du XVIIIe siècle avec Ibn Uthman et ses contemporains pour des raisons religieuses. Pour des raisons religieuses et historiques. Ici, on peut déduire que les Morisques étaient plus ouverts d'esprit et que la notion d'interculturalité était bien présente chez eux. Elle s'inculque et se développe suivant les critères de la proximité géographique ou spatiale, comme le cas de Safar, un Tétouanais ouvert d'esprit, vu le voisinage de sa ville avec l'Espagne. La proximité géographique raccourcit les distances et les écarts culturels. La morale religieuse, la culture et le niveau d'instruction, la pratique des langues étrangères, tout cela influence le rapport de l'être à l'altérité. On va passer maintenant à l'ambassadeur Mohamed Ghassani al-Andalusi, lui aussi d'origine andalouse, écrit le premier récit de voyage en Espagne entre 1690 et 1691, intitulé Rihlat al-Wazir fi Iftikak al-Asir. Il était envoyé par le sultan Moulay Ismaïl pour la libération des captifs, toujours le même thème, et la récupération des manuscrits pillés par les pirates espagnols. Il a rédigé une relation de voyage très instructive sur la vie politique, les rites religieux et sociaux en Espagne. Ces descriptions, plutôt neutres, sont riches, complétées par des faits historiques. Les fragments de texte, les poèmes cités et les faits historiques détaillés montrent que l'auteur est un érudit de son temps. Conformément au récit de son temps, Ghassani utilise des termes nominatifs, péjoratifs, récurrents dans toutes les relations de voyage qui datent du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, tels que Taria, tyran, les ennemis de Dieu, les chrétiens que Dieu les détruise, etc. Maintenant, on va passer à un autre ambassadeur de la même époque, Ben Aïcha, qui était amiral et ambassadeur marocain d'origine andalouse, désigné en 1698 par le sultan Moulay Ismaïl pour régler les discordes à propos des problèmes des captifs en France et en Angleterre. Il est connu en France par son ingénieuse idée de proposer au sultan marocain Moulay Ismaïl l'idée du mariage avec la jeune princesse de Conti, cousine du roi Soleil. Sa mission est relatée par Younes Nekrouf dans une amitié orageuse, Moulay Ismaïl et Louis XIV. Alors, Ben Aïcha était polyglotte. Il maîtrisait aussi bien l'anglais que l'espagnol. Pendant sa jeunesse, il a passé 3 ans de captivité en Angleterre. Son activité de course maritime le mettait en contact avec les étrangers. C'est une personnalité ouverte et sociale. En effet, pendant son séjour en France, il a noué des amitiés avec des interprètes français. On rappelle que certaines vérités sur les voyageurs marocains sont complétées par les gazettes de l'époque, à l'instar du Mercure galant et la chronique de l'œil de bœuf. Je cite, relatant tout au long dans un reportage très bien fait les détails de ce voyage de Ben Aïcha. Les épisodes et jusqu'aux notes de frais que ce jour occasionna, on y voit notamment que Ben Aïcha et sa suite buvaient 15 pintes de vin par repas, ce qui ne semble pas conforme à la doctrine catholique. Ce témoignage ironique sur le vice des membres de l'ambassade reflète leurs mœurs non soucieuses des règles religieuses, comme c'est le cas dans toutes les relations de voyage. Ben Aïcha et sa suite ne représentaient pas les mœurs des Marocains, elles ne représentaient que eux-mêmes. Alors maintenant, je passe à un autre écrivain voyageur, c'est Ahmed Ben Mehdi El-Ghazal, ambassadeur envoyé par le sultan Mohammed Ben Abdallah en Espagne entre 1776 et 1779. Lui aussi d'origine andalouse, il a poursuivi ses études à l'université Al-Qarawiyyin et il est poète et auteur de plusieurs œuvres. Sa relation d'ambassade intitulée Natijat al-ijtihad fi al-muhadana wal-jihad s'apparente à
celle de son contemporain Ben Othman al-Meknassi. Elle porte des marques d'hostilité à travers le lexique d'invective, taria, dar-kufr, etc. La relation du voyageur en Espagne, terre de ses ancêtres, laisse dégager chez l'écrivain une certaine nostalgie envers ce pays de ses origines et qui a témoigné de la période de l'essor de ses ancêtres. Ce sentiment de nostalgie, mêlé de regret et de chagrin, ne va pas disparaître des récits des voyageurs en Andalousie. D'ailleurs, ce même sentiment est encore exprimé même aujourd'hui chez certains voyageurs marocains contemporains, tel l'écrivain voyageur Zil Abidine Rostom, dans sa relation de voyage intitulée السدر المخضوض والطيح المنضود في رحلة الفردوس المفقود. Maintenant, je passe au voyageur Ibn Othman al-Meknassi. C'est un écrivain, historiographe qui a poursuivi ses études à l'université Al-Qarawiyyin. Comme vous avez remarqué, tous les écrivains voyageurs ont poursuivi leurs études à l'université Al-Qarawiyyin à Fès. Donc, c'était tous des faqih. C'est un vrai diplomate. Il a été en tête de 3 ambassades à l'époque de Sidi Mohammed bin Abdullah. La première en 1775 en Turquie, la seconde en 1779 vers l'Espagne, et la dernière était en 1781 en Sicile et à Malte. Donc l'objectif et l'objet était le même, c'était le rachat des captifs. En se basant sur les biographies des voyageurs écrivains du XVIIIe siècle, on déduit que, à partir du XVIIIe siècle, tous les voyageurs marocains sont émerveillés par l'Europe moderne, mais ils ne réclament pas cette modernité pour leur pays. Leur formation traditionnelle, basée uniquement sur le savoir en théologie, et la situation politique de leur pays qui tenait face à l'expansionnisme ottoman et que contrôlait la Méditerranée par l'activité de la course maritime, faisait obstacle à leur adoption d'un langage diplomatique respectant l'autre dans sa différence. Le voyageur Léon Godard, dans sa relation de voyage datant de 1860, intitulée Description et histoire du Maroc, fait le témoignage suivant sur le voyageur marocain en Europe. Je cite. Il n'y a pas d'espoir que la science se relève sur l'influence des Marocains qui ont voyagé en Europe. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. On compterait bien peu d'exceptions au dernier siècle. Ahmed El-Mehdi El-Ghazali de Fès écrivait son voyage à Madrid et Sidi Mohammed bin Othman, ce qu'il fit à Vienne et à Naples. Mais les observations de ces 2 ambassadeurs restent sans conclusion pratique. Sur 3000 Marocains qui sortent chaque année de leur pays, 5 ou 600 vont en Europe et les autres à la Mecque, d'où ils reviennent plus bruts et plus fanatiques qu'auparavant. Ceux qui, par la suite de leurs affaires, demeurent quelques années en Europe, n'en rapportent que des vices, que des vices comme l'ivrognerie, et ne distinguent que par moins d'honnêteté dans les relations commerciales. Sans doute, ils s'étonnent au spectacle de nos chemins de fer, de nos usines à vapeur, de nos grandes fabriques et de tout ce qui fait éclater le côté matériel de notre civilisation. Mais pour emprunter une comparaison de Luther, ils regardent tout cela comme une vache qui regarde une porte neuve. Sans penser, sans comprendre, sans conclure. Ont-ils appris une langue européenne? Rentrés dans leur pays, ils n'en gardent de la parler et se hâtent de l'oublier. Ils sont donc loin de profiter de ces voyages pour donner bons conseils à leur gouvernement. Du reste, ils ne voyagent pas dans un but de progrès. Ils s'en tiennent aux affaires qu'ils essayent de préconiser la civilisation chrétienne sous n'importe quel aspect. Ils se comportent et passent pour impies. Le mieux est de garder le silence et de retomber dans l'apathie de leurs compatriotes qui parlent peu et n'en pensent plus. La citation a été un peu longue, mais elle est très révélatrice. Alors, je passe maintenant au récit d'ambassade du 19e siècle. Ces récits vont témoigner d'un tournant décisif dans le mode de pensée des voyageurs marocains. Avec la relation de Mohamed Sifa en France, entre 1845 et 1846, commence une nouvelle ère, celle du passage de l'hostilité à l'admiration de l'autre.
Le lexique des injures sera remplacé par un lexique exprimant le respect envers l'autre. Attaria va devenir Kabir Qawm, bien le grand de la race des Français. Ce nouveau langage adopté est digne de la diplomatie. Alors, pour être bref, je ne vais pas m'arrêter sur chaque écrivain voyageur. Je vais les regrouper tous, par exemple, tous les récits de voyage qui ont succédé. Celui de Sfar porte la même vision, à des degrés plus ou moins différents. L'ambassadeur d'Elis Lamraoui en France, avec Tuhfat Malik Abdelaziz Mamlakat Baliz, malgré son esprit moins souple par rapport à celui de Sfar, il a recommandé au sultan Moulay Mohamed IV d'importer une imprimerie. Donc ici, on voit bien qu'il y a une interaction avec les progrès scientifiques. Tahir bin Abdelrahman al-Fassi, avec sa rihla en Angleterre, s'apparente aux autres rihla. L'ambassade de Mohamed bin Saïd Salawi, cette ambassade, elle est un peu négligée en France, en compagnie d'un autre ambassadeur, Mohamed ibn Abdelkrim Chergui, à la cour de Napoléon III, à l'époque du sultan Moulay Ahmed bin Abdelrahman, en 1865, entre 1865 et 1866. Ce voyageur est inspiré du modèle de la Renaissance égyptienne. Ben Saïd a fait appel à la réforme, tout comme Tahtawi, à travers l'envoi des missions à l'étranger. Le journal, son récit est intitulé Le journal d'un ambassadeur marocain en France. On voit bien que Mohamed Ben Saïd, développement des pays étrangers, il invite le Maroc à participer à cette voie de développement. Il porte une industrielle, ne peut laisser indifférent le voyageur du Haïdi, qui s'est montré très curieux et attentif à toutes les inventions nouvelles, notamment en matière de l'industrie et de l'armement. La formation scientifique du voyageur attisait sa curiosité et stimulait son intérêt pour les machines, les armes et leur mode de fonctionnement. On voit bien ici que la formation de l'écrivain voyageur a influencé sa vision du monde, sa vision de l'altérité. Maintenant, je passe à l'ambassade d'Ahmed El-Kerdoudi en Espagne, à tous les récits du 19e siècle. سادة باردون يمكن نحاولوا الوقت وصافي الوقت كان باش يبقى لنا Oui, donc je vais m'arrêter sur le réformiste Mohamed Ben Hassan al-Hajwi dans sa relation du voyage intitulé Voyage en Europe en 1919 vers la France et l'Angleterre. Ce voyageur, il a déclaré explicitement la nécessité de son pays à opter pour des réformes et à suivre le chemin de la modernité. Maintenant, on est passé à une autre phase, une phase de réclamation de la modernité. D'après ce qui précède, on peut déduire que les voyageurs du XVIIe siècle possédaient une double culture, le traumatisme qu'ils ont vécu les laisse légitimes, qu'ils ont vécu laisse leur hostilité d'origine religieuse. Quant à la génération des voyageurs du XVIIe siècle, ils étaient très imbus de leur appartenance, XVIIIe siècle, pardon. Cependant, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, on assiste à une nouvelle vision. Je passe, excusez-moi, je vais résumer. Alors, en analysant les récits de voyage, il ne faut pas négliger la fonction du lecteur. Pour cela, il est nécessaire de préciser le type de lectorat de l'époque. D'abord, les récits étaient destinés à un lectorat très restreint, généralement des amis savants en théologie ou des historiographes. Donc, l'imprimerie, le voyageur souhaitait bien que sa relation soit consultée par le sultan. Étant bien conscient de la mentalité de son lectorat et des ulémas et de la ligne politique de son sultan,
l'auteur de la Rihla respecte l'état de l'esprit de son lecteur marocain. Ainsi, il évite de lui transmettre tout ce qui peut affecter ses valeurs religieuses en justifiant certains comportements qui pourraient être compromettants pour éviter l'anathème des oulémas. Donc, l'auteur n'est pas tout à fait libre dans ses révélations et déclarations. Tout relater est quasi impossible, d'où l'objectivité du voyageur peut être mise en question. D'ailleurs, plusieurs relations d'ambassade sont complétées par la presse française de l'époque. Le rapport de l'auteur au lecteur reste donc très significatif. Alors, pour résumer, les constantes, en ce qui concerne les constantes propres aux voyageurs marocains, d'abord, ils sont tous choisis pour leur niveau d'instruction. En effet, la majorité d'entre eux ont poursuivi des études traditionnelles. La plupart d'eux sont des écrivains et poètes. L'appartenance de certains voyageurs à des familles qui ont servi le Mkhzen leur a ouvert la voie vers la diplomatie. Quant aux voyageurs polyglottes, ils sont tous d'origine andalouse, ce qui explique leur maîtrise de la langue espagnole. Ensuite, tous les récits de voyage nous renseignent sur les cultures parcourues et la culture du voyageur et de sa communauté. Ils nous annoncent aussi le rapport de force entre le pays du voyageur et les pays visités. Ces récits présentent une image conventionnelle nourrie par des clichés qui se sont succédés à travers les époques. Alors là, je ne vais pas m'arrêter sur les points en commun, la traversée en mer, le récit modèle de Tahtawi qui est suivi par la plupart des écrivains voyageurs. Je passe et pour dégager les constantes qui fondent une poétique du récit du voyage, toutes les exemples sont écrits en prose rimée et les textes sont parsemés de poèmes qui expriment les beautés ressenties. Des dessins explicatifs traduisent ce que les mots du voyageur ne peuvent décrire et rapprochent le lecteur d'une image réelle des objets dessinés. Bref, il n'y a pas de récit de vie personnelle dans la plupart des relations de voyage des Marocains, sauf chez El Hajari. Ce sont surtout des relations d'ambassade où le moi est effacé pour laisser la place au groupe. En ce qui concerne les variantes, un mode de pensée imposé par les nouvelles circonstances caractérise chaque récit. L'évolution terminologique de Dar al-Harb à Dar al-Harb ou Dar al-Kofr à le pays des Français, la rupture avec le modèle ancien, un style de langue de plus en plus raffiné. Les techniques du récit ont changé. On passe des récits écrits en 6 parties selon le modèle classique aux récits écrits en un seul corps. Le préambule est devenu moins long et les textes sont de moins en moins rimés. Je conclus. Les voyageurs marocains qui ont parcouru l'Europe l'ont regardé à travers leurs acquis culturels et religieux, mais ils étaient confrontés à un nécessaire modelage aux reconstructions de leur attitude et réprimant l'Europe, au récit réclamant la réforme, de l'hostilité au respect de l'ingéniosité de l'Européen. On assiste donc à une recomposition du système de pensée. Le récit du voyageur marocain avec les différents regards qu'il porte, je vais terminer avec le Maroc était en mesure d'entamer ses réformes. Et merci, excusez-moi d'avoir été un peu longue. Bien, merci professeur pour cette présentation. سأحاول أن ألخص قدر الإمكان مداخلة الأستاذة، وهي في الحقيقة هناك الكثير من التفاصيل، لكن الأستاذة حاولت أن ترصد تطور نظرة الرحالة المغاربة، السفراء المغاربة إلى أوروبا، كيف تطورت صورتهم حول أوروبا وحول الأوروبيين ومكانتهم في المجتمع المغربي. ثم حاولت أن تعطي تعريفا مسهبا حول هؤلاء السفراء. مثلا
في علاقتهم مثلا مع الآخر وكيف ينظرون إلى الذات والآخر. الحجري مثلا الذي ولد في إسبانيا وهو موريسكي، قدمت على أنه إنسان واسع الثقافة وله قدرة كبيرة على التواصل والدفاع عن الديانة الإسلامية والهوية كذلك، لكنه في نفس الوقت تعامل مع مثقفين فرنسيين إلى آخره، وكان ينعت مثلا فرنسا ببلد الإفرنج، وله أسلوب روائي متميز، مغامرات في سرد مغامرات، وكانت له علاقة إنسانية يعني مع الأوروبيين. قدمت أيضا أعطت نبذة عن سفارة الحاج محمد تامين إلى بلاط لويس الرابع عشر، والذي كان ربما منفتحا رغم أنه ذهب في مهمة محددة، كان منفتحا على المظاهر الثقافة الفرنسية مثل المسرح والرقص إلى غير ذلك، وأنه كان يبدو أنه نوعا ما منفتح ومتحضر. ثم طرحت الأستاذة كيف تغيرت المواقف ابتداء من القرن الثامن عشر، عند المكناسي مثلا، الغساني في رحلة الوزير في افتكاك الأسير، ثم تحدثت عن السفير بن عائشة الذي كان مبعوثا من طرف المولى إسماعيل إلى لويس الرابع عشر، والذي وتحدثت أيضا عن مسألة طلب يد أميرة لوكونتي إلى آخره. ثم تحدثت الأستاذة عن السفير الغزال الذي أوفده محمد بن عبد الله إلى أوروبا. ثم تحدثت أيضا عن ابن عثمان المكناسي على أساس أنه خريج يعني القرويين وفقيه ودبلوماسي، وأنه ذهب في رحلة في مهمة إلى تركيا وإسبانيا ومالطا من أجل افتكاك الأسرى إلى آخره. ثم خلصت الأستاذة إلى أن رغم أن هؤلاء السفراء بثقافتهم ومرجعيتهم الأنوار الأوروبية وبالثقافة الأوروبية وبكل التمظهرات الثقافية في أوروبا وبالمفهوم الحداثة، يعني كانوا منبهرين لكنهم غير قادرين على الاعتراف يعني نصيا بهذا التطور في الحاصل في أوروبا، وأنهم عملوا في نفس الوقت على نقد ذاتي في بعض الأحيان. ثم تطرقت الأستاذة إلى مرحلة الإصلاح والحداثة مع الحجوي مثلا. ثم انتبهت الأستاذة إلى مسألة مهمة هي مسألة القراءة، وأنه أن هذه النصوص الرحلية كانت تقرأ في دوائر مغلقة. ثم تحدثت بعد ذلك عن تطور الجنس الأدبي للرحلة.